Ce dire a pour titre la fin d'une illusion. Je ne sais d'où est sortie cette phrase ou cette sentence. J'ai dû la lire quelque part, la rencontrer quelque part, et c'est revenu à ma mémoire. Et je trouve que elle est porteuse d'une potentialité, elle est développable, elle est, comment dire, exploitable. Bien sûr, nous sommes des fabricants de mots, nous utilisons le langage et nous sommes aussi les objets de ce langage. C'est quelque chose qui existe en nous et aussi à l'extérieur de nous-mêmes. Donc quand on tombe, ou quand on sélectionne, ou quand on choisit des mots, des mots particuliers, on choisit une orientation. On est aussi tenu par la thématique, tenu par quelque part on a une obligation de fournir quelque chose en relation avec le postulat de départ. Donc il y a une obligation de, comment dire, pas de discipline, mais de cohérence, de créer de la cohérence, de créer de la, comment dire, comment dire, de la matière, cette matière qui donne envie, puisque l'idée c'est d'avoir accès à l'autre, et d'avoir accès à l'autre dans toute la panoplie de ses préoccupations, de ses orientations, de ses choix, évidemment multiples, variés, parfois contradictoires. Il faut assumer cette part de soi qui n'est pas toujours d'une cohérence très évidente. Il faut parfois accepter qu'une même personne puisse développer un discours et avoir aussi, produire aussi l'antithèse de ce discours. Donc, cela dit, ce sont quelques précautions avant de passer au sujet en question. Pourquoi la fin d'une illusion? Évidemment, au-delà de l'aspect sémantique, de la joliesse de l'expression, on veut aussi parler d'un certain, quelque part, de cette situation, ce positionnement en tant que clairvoyant, comme si j'étais porteur d'une clairvoyance bien manifeste, forte et assez, comment dire, une clairvoyance bien comme il faut. Je suis clairvoyant, je me veux clairvoyant. Donc dans le sens où je ne me fais pas avoir par les apparences. J'ai l'apparence de quelque chose et je vois que derrière l'apparence, il y a des choses cachées qui, elles, seraient les véritables, comment dire, la vraie mécanique. Derrière l'apparence, il y a une mécanique et il faut aller voir derrière pour prendre connaissance de la complexité, de la présence déjà, mais de la complexité de cette mécanique. Il y a une mécanique qui est hors de nous-mêmes. Nous sommes des objets manipulés, manipulables. Nous manipulons nous-mêmes par des effets de langage, par des effets d'optique, par des effets de style, et par des effets de toutes sortes. Donc, le réel, évidemment, il est aussi le produit d'une vision globale, d'une vision commune, partagée. Et nous ne pouvons pas échapper de ce qui est proposé, des occurrences
en place. Nous ne pouvons pas créer une vision spécifique, un rapport réel qui serait notre rapport à nous. Nous nous saisissons de choses qui sont préexistantes et à nous-mêmes, et nous saisissons de certains objets pour exprimer notre rapport au monde, notre capacité de perception, difficulté aussi à avoir accès à certaines choses. Certaines choses nous échappent, nous n'arrivons pas à comprendre les raisons qui sont au départ de certaines réalités ou certains objets. Donc, pourquoi l'illusion? Parce que le réel, il y a une couche première du réel, et derrière la couche première, la première apparence, la première, illustration, il y a derrière d'autres couches qui, elles, sont beaucoup plus difficiles d'accès, et il faudrait être un peu désaxé, il faudrait être un peu, pas perverti, mais un peu déjà, j'allais dire, doté de la capacité. Ce n'est pas un don, c'est plutôt quelque part une malédiction, une sorte de chose qu'on voudrait ne pas avoir, ne pas posséder, cette capacité à avoir du complexe, à avoir du multiple. Là, on pourrait se contenter d'un rapport simple, un rapport un rapport sans problème, un rapport linéaire, un rapport sans détour, être dans la perception première des choses, tout simplement, ne pas chercher à développer, à voir derrière pourquoi faire. Il y a une réalité première et c'est la nôtre, et nous devons vivre avec cette réalité, avec ses limites, etc. Et celui qui réussit, celui qui sait utiliser au mieux ce qui lui est offert, ce qui lui est accordé. À partir du moment où, par peut-être esprit d'opposition, esprit de contradiction, on cherche à déterminer des choses, à dire que derrière le déterminé, il y a de l'indéterminé. Derrière le fixe, il y a de l'infixe. Derrière l'apparent, il y a le caché. Derrière l'accessible, il y a l'inaccessible. Derrière le possible, il y a l'impossible de la perception. Donc, une illusion. Nous faisons tous les efforts possibles pour nous installer dans une illusion. Nos perceptions, nos désirs, nos envies sont le produit de cette acceptation de l'illusion. Nous avons l'illusion d'être des objets autonomes, capables de faire, de défaire, capables de réaction, capables de réactivité, capables de, de pratiquer de la distanciation, de pratiquer de la confrontation, d'exister de façon satisfaisante, capable de transgresser, capable d'aller au-delà, capable de s'exprimer. Nous avons l'illusion que nous sommes doués d'un certain pouvoir, un certain pouvoir sur le réel, pouvoir d'action sur le réel, transformation du réel. Cela est évident que notre réalité, d'abord la première réalité, c'est la réalité biologique.
qui, elle, détermine. Nous ne parlons pas d'instinct, puisqu'on met dans l'instinct un certain nombre de choses, et il y a des êtres qui ont un instinct plus fort que nous-mêmes. Nous sommes aussi régis par notre réalité biologique. Cette réalité, elle est là, elle est le fondement. Après, il y a toutes les corrections qui viennent de la culture, Mais la culture n'est que le dernier élément à intervenir. Quoi qu'on soit, quoi qu'on fasse, nous sommes une réalité biologique. Nous sommes des êtres qui cherchons à avoir une place, à exister. Cette existence nous oblige à essayer de garantir notre subsistance, pour permettre à l'existence de continuer, pour permettre à cette vie de se prolonger. Nous devons assurer un certain, nous devons nous installer dans une certaine, nous devons prendre notre rôle d'un acteur, un acteur qui interagit, un acteur qui fait son possible pour se garantir de tout imprévu, c'est-à-dire assurer notre sécurité à tous les niveaux, de toutes les façons possibles. Les relations qu'on a, c'est aussi les relations, les solidarités, les affinités, tout cela rentre dans un cadre à fondement biologique. Cet être biologique a besoin d'avoir, puisque il lui manque certains sens, il est, de par sa composition, il n'est pas capable d'être autonome, un autonome absolu. Il a besoin de l'appui, il a besoin de la contribution, de la collaboration. Nous sommes des êtres par nature collaborateurs, des êtres qui s'associent pour arriver à réaliser, à obtenir un bien-être, à pérenniser un bien-être nécessaire et indispensable même. Donc, l'illusion, c'est de croire que nous sommes quelque part en capacité d'aller au-delà d'une autre réalité propre, d'avoir une capacité à nous transformer en ce que nous serons jamais. Nous serons toujours notre réalité et juste le produit. Toutes nos constructions, sémantiques, intellectuelles, philosophiques, doctrinales, etc., sont aussi une certaine façon de réagir face au réel, de réagir face à notre réalité biologique et rien d'autre. Si nous estimons, si nous espérons, c'est avoir une vie autre que la vie terrestre, c'est parce que la réalité biologique nous apprend, nous confronte avec la perspective de l'extinction. Nous sommes des êtres, nous progressons, chaque fois que nous progressons vers notre fin, et rien d'autre. Mais notre fin n'a aucun intérêt spécifique. Nous faisons partie d'une espèce, nous faisons partie d'un ensemble qui évidemment nous dépasse. Nous sommes des êtres vivants et les êtres vivants sont ce qui est le plus courant sur cette terre. Les êtres vivants de toutes les dimensions. Et pourquoi la mort d'une bactérie serait moins intéressante, moins interpellante que la mort d'un organisme comme le nôtre, un organisme plus complexe, un peu plus, plus conséquent, qui paraît plus habiter un peu plus l'espace. Voilà. Il habite notre organisme à une certaine conformité anatomique, une certaine densité, une certaine masse qui lui permet d'habiter l'espace plus qu'une bactérie. Mais nous sommes aussi constitués de bactéries. Donc,
la question n'a pas de sens, puisque la question de la survie de soi dans un espace ultime, l'espace de la réalisation ultime, espace d'une certaine, comment dire, transcendance, ça n'a aucun sens. Ne cherchez ni transcendance, ni rien d'autre, ni la transcendance, ni son contraire. Acceptez juste que cette réalité, et il n'y a qu'une réalité. C'est l'illusion, c'est de construire, ou d'être porteur, ou de défendre un discours inverse qui lui veut qu'on soit plus que ce que nous sommes. Des êtres de pensée, des êtres à un moment donné capables, en capacité de dépasser leur déterminisme biologique pour des êtres capables de se libérer. Un truc très simple, une chose, un élément très simple, c'est quoi qu'on fasse, nous sommes en permanence tentés par le gain, par la possession. Nous nous saisissons d'espace symbolique ou pas, un espace symbolique quand on réalise, qu'on concrétise une victoire sur un autre symboliquement parce qu'on a développé des arguments, parce qu'on a des moyens d'expression plus aboutis que notre adversaire du moment, nous réalisons uniquement cela et quelque part nous donne une certaine satisfaction. Cette satisfaction peut avoir des résultats tout à fait bien concrets, c'est nous assurer de rester toujours avec les mêmes statuts, les mêmes privilèges. Nous, si une certaine ascendance intellectuelle, et si on possède cette ascendance intellectuelle, cette ascendance personnelle, cela nous assure le soutien, la permanence du soutien. Cela permet de renforcer les liens qui nous unissent à l'autre, aux autres. Tout cela parce que nous sommes des êtres en besoin permanent de la présence, de la comment dire, de la compagnie, j'allais dire non, mais de la... nous devons, les rêves que nous faisons, les projets que nous faisons, même quand on les fait seul, l'autre est intégré dedans. Automatiquement, l'autre est intégré parce qu'il est une composante de nous-mêmes. Nous sommes des êtres individuels, des organismes quelque part d'une certaine unicité, mais nous faisons partie d'un ensemble plus grand. Cet ensemble est le nôtre. Il n'est pas à chercher si cela est bien ou pas, cela est, et c'est tout. Donc je m'éloigne un peu, je n'arrive pas à traiter la question de la fin d'une illusion. Ce que je voulais, c'était travailler sur l'idée du cachet. Donc ce qui n'est pas perceptible à première vue. Qu'est-ce qui n'est pas perceptible? Outre le fait que derrière le visage, il y a le crâne qui attend. Ça, c'est une perception que derrière ce petit, comment dire, cette petite couche de peau, il y a bien un présent, notre devenir, notre avenir. L'illusion d'une certaine, comment dire, d'une certaine apparence, nous portons en nous-mêmes le cadavre que nous serons demain. Ce cadavre-là, cette réalité-là, qui, elle, va nous survivre après la disparition de notre être actif, être en mouvement. Nous aurons la possibilité de perpétuer des traces de nous à travers nos constituants organiques les plus solides. Ce crâne
qui est l'objet, soit d'amour, soit de désamour, soit d'intérêt, soit de désintérêt. Cette apparence que j'ai, ce n'est qu'une illusion. J'ai un masque en vivant avec ce masque en permanence. J'ai le masque. Ce masque, il me permet de cacher ma véritable figure. Cette figure, la béance, ces orbites béantes, cette bouche cette bouche qui est là, cette mâchoire déboîtée, cette mâchoire qui va se séparer. Toute cette parole qui ne pourra plus sortir, cette parole, ces sons, ces jeux avec le larynx, ces jeux que nous faisons, ces jeux avec l'air, tout cela, tout ce bruit que nous faisons, ce n'est que transitoire, ce n'est qu'une illusion. Notre voix est une illusion, elle n'a pas de permanence en soi. Il y a l'air et nous jouons de l'air. Et une fois qu'on a arrêté de jouer le texture qu'on a donné au réel, le format qu'on lui a donné, cesse d'exister. Dès qu'on cesse de parler, dès qu'on cesse de faire des sons, toute notre tout ce qu'on fait comme développement, comme approche, comme extériorisation de ce que nous appelons une pensée qui s'extériorise, qui existe dans l'air ambiant, qui existe, qui sort de ce qu'il est convenu d'appeler un esprit, un cerveau, cette histoire qui est... Je parle un peu fort, alors évidemment, j'abîme ma voix, mais donc c'est pour un peu, comment dire, tous ces développements, évidemment j'y avais pensé hier, ça m'est revenu comme ça, comme ces choses qui arrivent, on ne sait pas comment, il me faut se trouver des thèmes donc, pour me dire, donc j'ai pensé, et puis ça me permet d'avoir discuté de façon indirecte avec quelqu'un auquel je pense là, qui m'a appelé, et je n'ai pas trouvé les ressources intérieures pour lui répondre, donc je lui réponds aussi de cette façon. J'ai un problème pour avoir accès aux gens dans leur réalité quotidienne. Quelque part, je m'entends, ce qui est bizarre, c'est que je cherche la rencontre, et en même temps, cette rencontre me fait... quelque part, je l'appréhende tellement que je ne peux pas la réaliser. Il y a, comment dire, dans la relation, il y a trop de non-dits, trop de couches, des fois trop d'histoires, il faudrait faire toute l'archéologie d'une relation, il faudrait fouiller pour aller voir, et à chaque fois faire remonter ces objets, en prendre conscience. Il y a des choses qui restent sous les couches premières de notre réalité, d'une relation. Il faudrait en permanence avoir une sorte de communication avec ce qui est de l'infra-existence, qui en fait est caché, qui est sous-jacent, qui est... Et donc, cela, maintenir le lien entre les trois niveaux, c'est-à-dire le niveau bas, le niveau médian et puis le niveau haut. Cette hauteur, c'est-à-dire le passé, le présent et ce qui est à venir, ce qui est à prévoir, ce qui est à attendre, ce qui est à espérer, ce qui est
t'a supposé, ce qui t'a construire, ce qui t'a admettre, ce qui t'a rejeté, tout ce qui est les choses que le temps qui vient permet d'entrevoir, permet de concevoir. Et donc, quelque part, je vais orienter un peu l'histoire de l'illusion. C'est à un moment donné l'illusion aussi d'une rencontre. Nous avons l'illusion de rencontrer l'autre, comme nous avons l'illusion de nous rencontrer nous-mêmes. C'est une illusion. Nous travaillons pour essayer de nous comprendre. Nous avons une histoire, une mémoire, et nous faisons des va-et-vient pour essayer de comprendre les motivations, pour essayer de discuter avec nous-mêmes, il y a quelque temps, pour comprendre ce qui a fait qu'on ait choisi telle ou telle voie, pourquoi on n'a pas fait autrement, pourquoi on n'a pas agi d'une façon beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus admissible, pourquoi on n'a pas été à la hauteur des enjeux, pourquoi on a manqué comment dire, de persévérance, pourquoi on n'a pas manqué de clairvoyance, pourquoi on a manqué presque, j'allais dire, de préscience. Il y a des choses, il y a tout un tas de choses qui sont là et qu'on visite régulièrement. Et donc, se rencontrer soi-même, c'est d'avoir accès à ces territoires que j'ai appelés les territoires désertés de la mémoire, ces territoires qu'on laisse un peu dépérir quelquefois, ou qu'on visite vraiment sur la pointe des pieds parce que nous n'osons pas y séjourner. Et les désertés, évidemment, j'ai parlé déserté, ça aurait pu être les territoires oubliés, non, désertés, parce que le désert nous met au défi face à nos limites. Un désert, c'est un voyage. Être dans le désert, voyager dans le désert, c'est faire face à l'éventualité, au risque de la privation. Le désert n'offre rien par essence. Il n'offre que le vide. Et nous ne vivons pas de vide. Nous avons besoin de substance, de nous substanter. Nous avons besoin d'avoir. Le désert n'a rien à nous offrir. Et quelque part, nous n'osons pas revenir vers ces territoires parce que nous avons peur de découvrir du vide, de nous découvrir plutôt démunis. Nous n'avons plus accès, nous refusons d'avoir accès à ces territoires parce que nous n'avons pas les moyens d'y apporter quoi que ce soit. Un désert, il n'est pas transformable en quelque chose de vivable. Alors vraiment, sur les marges, un désert, il existe et il durera, il demeurera, quoi qu'on y fasse. Un désert, c'est une réalité physique. C'est une objectivité. Ce n'est pas une construction de l'esprit, ce n'est pas du temporaire, c'est de l'installer. Quand nous avons fait quelque chose, cette chose devient un fait. Quand nous avons renoncé, quand nous avons abdiqué, quand nous avons manqué de la bonne action, de la bonne intervention, du bon mot, de la bonne parole, quand nous avons manqué quand nous avons raté l'essentiel, cela est une réalité indépendante de nous-mêmes. Nous ne pouvons plus y revenir. Donc, la difficulté de se rencontrer soi-même. Après, donc, il y a l'illusion donc de la rencontre avec l'autre. Déjà qu'on a du mal à se rencontrer soi-même, comment peut-on rencontrer l'autre et sur quelle base? Comment peut-on établir ce qu'on espère? On vit avec cet espoir quelque part
comment dire, déplorable. Espérer. Pourquoi espérer? Est-ce vraiment important de nourrir ce qu'on appelle l'espoir? Quel intérêt? Et donc on espère que d'une relation va naître de la clairvoyance, que nous allons nous comprendre mieux, que nous allons nous dévoiler à nous-mêmes, que nous allons trouver des issues pour toutes les situations qui nous paraissent fermées, qui nous paraissent closes. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à maîtriser parce que même dans le cadre de notre réalité biologique, parce que nous sommes aussi dans une réalité physique particulière. Nous pouvons être dans un espace qui ne nous offre pas tout ce dont on a besoin. Il est évident, il y a des espaces qui n'offrent pas le nécessaire, comment dire, qui n'offrent pas le nécessaire besoin, qui ne permettent pas de répondre aux besoins de rapport à l'autre. Quand on n'a pas, en tant qu'espèce, nous avons besoin d'avoir accès à l'autre, à son corps, à sa proximité. Donc cela est notre espèce aussi qui demande, est un besoin vital. Nous pouvons, la distance qu'il y a entre un être et un autre est incompréhensible. Et j'allais dire aussi incompressible. Elle est rendue incompressible, indépassable. C'est aller être avec quelqu'un, c'est peut-être, ce serait bien dans l'idée que il faudrait chercher, sans utiliser toutes les accumulations qu'il y a, toutes ces approches métaphysiques, ces approches spirituelles, ces approches de personnes plus ou moins, comment dire, équilibrées. Ça ne part pas d'une situation de déséquilibré. Nous ne cherchons pas à être des prophètes, ni à être des interprètes d'un quelconque songe. Il ne s'agit pas d'un songe. Il s'agit juste d'approcher cette réalité qui, obligatoirement, est derrière notre réalité. Autant nous sommes incapables, par nos possibilités physiques, de percevoir le réel objectif qui nous entoure, ce réel, avec toutes ses composantes, qu'elles soient macro ou micro, ce réel ne nous est pas accessible. Alors si le réel, déjà dans sa première configuration, ne nous est pas accessible, alors le réel, dans une deuxième ou troisième ou plus configuration, il est encore plus fermé. Donc, c'est uniquement la fin d'une illusion. C'est peut-être l'illusion. Évidemment, il y a des traitements classiques de cette histoire. C'est par rapport à la situation de l'homme en tant qu'être à part dans tout le règne animal et le règne du vivant. Il y a la place centrale, une certaine place, l'élection de l'homme. Nous sommes revenus à la centralité de l'homme en tant que seul véritable maître, seul véritable dépositaire de tout ce qu'il y a, et quelque part il est le centre, il est la référence absolue. Il y a évidemment des choses qui ont cette approche-là évidemment a été mise à mal par des tas de personnes, et évidemment là, donc ce n'est pas la centralité de l'espèce humaine en tant que telle. C'est l'illusion, peut-être pour être un peu, j'allais dire, original, pour introduire une part un peu personnelle, c'est l'illusion de la satisfaction. Voilà, quelque part que le désir est le premier chemin, le premier mouvement, le point de départ pour arriver à se réaliser. Que au départ,
il y a le désir, l'envie, et puis après, obligatoirement, on se donne les moyens de parvenir à réaliser ce désir. C'est le désir en tant qu'objet d'intérêt, en tant d'objet important, essentiel, et cela est à déconstruire. C'est cela, okay, la fin de l'illusion. C'est de tout déconstruire, de tout déclassifier, pas détruire, puisque de toutes les façons, nous sommes incapables de détruire les choses de façon absolue. Donc, on détruit quelque chose, on lui donne peut-être une nouvelle forme, mais la destruction pure n'existe pas. Donc, c'est déconstruire, défaire ce qui est le corpus, le référentiel, le mode d'approche, tout ce qui est cette matière qui nous sert à interpréter, qui nous sert à comprendre, qui nous sert à analyser, déconstruire. En quoi le désir est-il légitime? En quoi le cheminement, la progression, les efforts sont-ils louables? En quoi les choses sont-elles, en fin de compte, pourquoi les choses devraient-elles avoir une finalité? Et évidemment, devrait avoir un sens dans l'idée de l'accomplissement. Pourquoi devrait-il y avoir une idée, un concept comme celui de l'accomplissement? Désaccomplissons-nous. Il n'y a rien à accomplir, il n'y a rien à établir, il n'y a rien à construire, il n'y a même pas de discours à construire. Cela aussi est une illusion, cela participe de la recréation et la perpétuation d'une illusion. Nous avons comme celui qui choisit, je vais chez le vendeur de tissus, je choisis mes tissus, je ne fais que choisir parmi ce qui est offert. Je suis obligatoirement limité par le choix qui est offert, par la perception que j'ai de la couleur. Il y a ma perception n'est pas une perception absolue, elle n'est pas totale, donc je m'intéresse que couleur, que je suis capable de percevoir. Donc je ne comprends de la réalité et je ne demande à la réalité et je ne cherche à corriger la réalité, à exploiter la réalité que dans le cadre de mes perceptions. Je ne peux pas aller au-delà de mes perceptions. Donc quand je parle, c'est encore une illusion, l'illusion d'un pouvoir et quelque part modifier le réel. Je ne fais que modifier les ondes sonores qui sont en face de moi. C'est tout simplement, à un moment donné, je donne une conformation à ces ondes sonores. J'utilise les ondes sonores pour produire des sons en particulier. Je suis quelque part, je donne cette illusion-là. Évidemment, je m'adresse à des gens qui sont dans la même illusion, qui ont la capacité de percevoir, comment dire, qui sont habitués, qui ont été établis, endoctrinés, amenés à accepter les termes de l'illusion. Si quelqu'un refuse, à partir du moment où quelqu'un refuse d'accepter les règles du jeu, évidemment, il en subit les conséquences. Donc, fondamentalement, je dois accepter la règle du jeu. À partir du moment où je dis ce n'est pas une histoire comment dire, je ne cherche pas à me priver, c'est pas de l'auto-privation, c'est-à-dire que ce qui me mobilise, ce qui me fait être en attente, cet être en attente, cet être en désirance, cet être en espérance, presque en demande, cet être presque en quémande, je quête cet être-là, et c'est l'être qu'il faut déconstruire. Face à soi, il n'y a même pas de mots.
si on utilise le terme de néant, on est encore dans la création d'un sens spécifique pour parler d'une réalité que nous sommes, que je suis incapable de percevoir. C'est quoi le néant? Il me plaît, il m'a plu, il me plaisait beaucoup d'utiliser ce terme pour dire quelque part à quel point je voudrais me détacher de la réalité physique, de ces contraintes. J'oppose le néant à tous ceux qui affirment qu'il y a des réalités et qu'il y a d'autres, qu'il y a du prolongement, qu'il y a de la succession, qu'il y a de l'avenir, qu'il y a des mondes. J'affirmais le néant pour combattre l'idée de quelque part qu'il faille espérer. Ce n'est même pas cela. Donc en quoi est-il légitime? C'est le néant, évidemment, un concept à la portée de tous pour exprimer quelque chose qui est tout à fait inaccessible. Donc je reviens sur mes mots. Et donc, à chaque fois, ce sont des accommodements. C'est à chaque fois, j'essaie d'articuler des sons pour créer un cheminement que je voudrais, un cheminement différent, un cheminement bien particulier, un cheminement singulier. Cependant, je n'ai pas la capacité en tant qu'unité biologique, en tant que réalité physique, de créer à partir de ce que à partir d'autre chose. Je n'ai pas la capacité de percevoir autre chose que ce que mes sens me laissent percevoir. Donc je dois tout déconstruire pour échapper à la permanence, à ce bruit, à ce son, à cette musique, à ce refrain. Oui, tu vas mourir, oui, tu n'as pas connu cela, tu n'as pas fait cela, tu t'es pas réalisé, tu n'as pas eu une vie comme il faut. Ce bruit de fond là, qui quelque part ne sert à rien, c'est pour dire que les choses au fond d'elles-mêmes n'ont aucun sens. Mais la conformation ou l'idée même que les choses puissent avoir un sens ou ne pas en avoir est encore quelque part une illusion. Comment s'extraire, comment partir du langage pour dire qu'il y a quelque chose hors du langage? Et c'est en cela que ce déterminisme biologique est là dans toute sa puissance. J'ai besoin du langage, j'ai besoin de faire du bruit, d'utiliser mes capacités physiologiques pour dire à l'autre son inexistence, pour me dire à moi-même que je suis une réalité plutôt qu'une réalité. Je ne peux pas faire autrement. Donc tout cela, évidemment, est là, et quelque part un auto-illusionnement en permanence. Je m'illusionne, je m'auto-illusionne et je recrée de l'illusion, et c'est cela qui me permet, je ne sais pas ce que ça me permet fondamentalement, encore je me contredis dans les faits, je me contredis. Un jour, je peux parler quelque part de la nécessité ou de l'incessité, je ne sais pas, et quelque part, à un autre moment, c'est le faire semblant. À partir du moment où je fais semblant, ce fait semblant pour me donner un statut, pour me donner, pour avoir une projection, pour aller vers l'autre, avec ma projection. Je projette des choses de moi-même, je crée comment dire,
je crée des éléments, enfin j'envoie, des éléments qui, quelque part, en sorte de contre-reflet inversé, me permettent de me définir d'une façon, comment dire, de me réinstaller dans cette réalité. C'est par cette action, par cet acte, que je m'inscris encore et toujours dans la permanence, mais dans la permanence de l'illusion. Donc, je ne sais pas si j'ai bien abordé la question, j'y mis un peu de mon cœur, mais que dire d'autre? Je suis aussi limité qu'on peut l'être. Je ne fais appel à aucun penseur, je m'en fiche. Évidemment, cela ne m'intéresse pas. Je ne suis en dette. Je n'ai pas de dette vis-à-vis de personne. Personne sait quelque part si j'emprunte des choses à des gens de façon, comment dire, de façon accidentelle ou de façon indirecte ou de façon tout à fait directe. Je m'en fiche complètement. Ce n'est pas la question. La question, s'il y a des gens, des réalités qu'on continue comment dire, de souligner, s'il y a une réalité appelée à qui on donne une identité, cette réalité-là a existé, a cessé d'exister il y a bien longtemps. Donc, il peut y avoir ces restes-là, ces vestiges, comme ces paroles et ses écrits et ses apports, mais fondamentalement, à quoi servent tous ces apports? Parce qu'ils ne mettent pas fin, ils ne permettent pas d'avoir, se donner la capacité d'agir sur notre réalité, sur notre, quelque part, défaut premier, c'est d'être, j'allais dire mortel, non, c'est d'être ce que nous sommes. C'est notre défaut, mais cela est rien de plus. Nous sommes atteints de ce défaut mortel d'être vivants. Nous ne pouvons rien faire d'autre qui ne soit obligatoirement rattaché à cette dimension de vivance. Nous sommes des vivants et nous essayons de maintenir cette illusion de vie autant que possible en choisissant parmi les possibilités qui nous sont offertes, que ce soit par le langage, parce que par ce biais-là, parce que ce que je fais actuellement, ou par d'autres moyens, par des actions différentes, des fois dites décisives, parce qu'il y a des gens qui sont les décisionnaires et qui décident que demain il y aura telle ou telle chose se fera ou ne se fera pas, et ces gens vivent aussi dans l'illusion qu'ils sont les initiateurs, les constructeurs, les maîtres d'œuvre de quelque chose qui quelque part sans eux n'existerait pas. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que je suis atteint par mes limites. Je vais dire que j'ai atteint mes limites d'expectoration et qu'il faudrait que je m'arrête là. Uniquement pour dire enfin, c'est que à la fin, c'est que chacun, évidemment, derrière un titre, un thème, chacun peut y mettre ce qu'il veut. J'ai apporté ma contribution. À vous de faire ce que vous voulez. La fin d'une illusion, c'est charmant, comme ça peut être la fin d'une histoire, ça peut être remplacé par la fin d'une époque, la fin d'un rêve, la fin d'une transgression, la fin d'une espérance, la fin d'une expérience, la fin d'une attente, la fin de tout. Il est possible de traiter cela parce que, évidemment, encore une fois, il y a
comme ce rapport entre ce qui suppose qu'il y a un début aux choses et une fin, cela est évidemment sujet à interrogation, sujet à débat. Quand a commencé le début, c'est pas ces petits esprits qui essayent de trouver l'ancêtre de l'homme, qui passent leur temps à fouiller la terre pour essayer de trouver quelques os. C'est pas ceux-là qui vont nous répondre. À quoi bon, à quoi ça sert? Je traiterai ça de cela dans une autre intervention, parce que la préhistoire, ce qui dit appeler la préhistoire, m'interpelle aussi. Et donc ces gens-là qui passent leur temps à chercher ce petit os, ces humanités divergentes, ces différentes expressions de l'homo quelque chose, c'est presque arbitraire. Hein. Pourquoi c'est arbitraire? Parce qu'on part toujours à partir de la dernière découverte qu'on a trouvée. Et ces vestiges qui ont réussi à traverser, à nous arriver du fond des âges, certains vestiges, par définition, nous échapperont encore pour quelque temps et nous échappons peut-être à jamais. Donc notre approche est basée sur ce que nous trouvons, ce qui quelque part arrive jusqu'à nous, alors qu'évidemment, si on suppose qu'il y a des choses qui arrivent jusqu'à nous, d'autres choses n'arriveront jamais, ne sont pas arrivées, donc il y aura toujours un manque, il y aura toujours des lacunes, mais de vouloir établir un début et peut-être une fin aux choses, et encore de la perte de temps, puisque à quoi sert de déterminer le départ? De toutes les façons, ce qui nous détermine n'est pas de notre ressort. Ce qui nous détermine a préexisté à notre réalité. Et ce qui mettra fin à notre réalité, c'est aussi des choses qui sont extérieures à nous. Même si nous arrivons par choix ou par obligation ou par je ne sais quelle circonstance à mettre fin à notre réalité, à mettre fin à toute cette espèce dite humaine. Et même si on met, ça sera encore en fonction des éléments qui nous quelque part, qui nous gouvernent. Nous gouvernons. Notre capacité à nous gouverner n'est que fictive. Ça peut être quelque part le fictif dans l'existant. Quelle est la part du fictif et quelle est la part du réel? Faut-il avoir ce rapport de va-et-vient entre le fictif et le réel, déterminer que cela, il s'agit d'éléments fictifs, donc ils sont peut-être, une approche va dire qu'ils sont majoritaires, une autre approche va dire qu'ils sont minoritaires. Nous pourrions passer un temps fou à essayer de déterminer la part du construit, la part du fantasmé, la part d'imaginé, mais fondamentalement tout cela certainement sert à quelque chose. Les choses sont intéressantes, importantes, à partir au moment où ils permettent à certains d'entre nous d'exprimer leur, j'allais dire, singularité. Pourquoi pas? Tout se comprend, tout finalement a un sens dans un certain, dans une configuration ultime, dans une, comment dire, qui elle n'obéit à aucune catégorie, ni au sens ni au non-sens. Ces catégories-là ne sont pas opératoires dans une réalité qui, à un moment donné, on a l'impression, on a la prétention, on a l'espoir de pouvoir y jeter un coup d'œil. Quelque part, nous pourrions penser que nous avons une certaine perception de ce qui est autre, ce qui est d'un autre ordre. Nous passerions notre temps à guetter cette manifestation-là, à la chercher partout. Cela aussi est légitime. Tout est légitime dans une certaine, comment dire,
grande, comment dire, dans un univers qui lui, obligatoirement, n'est pas régi par notre, comment dire, notre perception, nos modes de pensée, le monde de, comment dire, nos modes de relation au réel avec cette limite que nous avons en permanence, quand nous entretenons cette limite entre quelque part toujours dualité, toujours nous avons une vision binaire des choses, il y a un côté, puis il y a l'autre, et peut-être nous avons aussi cette approche qui, à partir des contraires, il y a une union. Peut-être il y a autre chose que cette perception binaire, cette perception duale, mais c'est la seule que nous avons. Nous avons besoin d'avoir cette symétrie des deux, cette vision de deux opposés qui, à un moment donné, pourraient deux opposés essentiels à l'élaboration d'une réalité entière, intégrale. Et peut-être il faudrait, je ne sais pas ce qu'il faudrait. J'avoue, mon impuissance, je suis impuissant. Je le revendique. Impuissant que tu es. T'as même pas les mots, allez, que l'on l'a faire. T'as même pas cette... même l'illusion de jouer avec les mots est pour toi une illusion un peu modérée. T'as pas la capacité de faire appel, d'appeler, de convoquer tous les mots, toutes ces expressions. Tu te contentes de peu, évidemment, parce que tu es si peu de choses. Allez, on peut, de toute façon, dans cette optique-là, on peut se dénigrer comme on veut. Allez, dénigre-toi. Descends, allez, descends. Plus bas que, je sais pas, l'auto-dénigrement comme moyen de sortir de toute cette affaire, de toute cette histoire de vouloir à un moment devenir quelqu'un, quelque chose de puissant. Tu me fais même pas rire, tiens. Bon, je t'interromps, je t'arrête.